Bonjour à toutes et à tous. Nous allons étudier aujourd'hui l'anatomie du nez, des cavités nasales et des sinus paranasaux qui sont donc associés aux cavités nasales et les fonctions de ces organes, à savoir les fonctions ventilatoires et l'olfaction. Nous distinguons, concernant la région nasale, deux entités que sont le nez externe, selon la nomenclature anatomique, qui constitue une pyramide cutanéo-cartilagineuse, ouverte vers l'extérieur par les orifices narinaires et qui communique en profondeur avec les cavités nasales, où seront localisées les structures permettant le sens de l'olfaction. Le nez représente donc, premier chapitre de ce cours, une pyramide triangulaire, présentant une base inférieure ouverte par les orifices narinaires, présentant un sommet correspondant à la glabelle et présentant trois faces, deux faces latérales recouvertes de peau et une face postérieure répondant à l'orifice piriforme qui correspond également au point d'entrée des cavités nasales. Nous allons représenter là, de façon très rapide et très schématique, les éléments les plus marquants de cette partie externe sur une vue latérale de la région nasale, vue latérale du crâne, où nous plaçons ici une portion de l'arcade zygomatique s'évasant vers l'avant pour faire suite à la région orbitaire, où nous plaçons ici l'orifice d'entrée de la cavité orbitaire droite. Il s'agit d'une vue latérale droite dont l'orientation sera crâniale vers le haut et ventrale sur ma droite. En avant de l'aditus orbitaire va se placer vers le haut le relief de la bosse frontale, soulevé par le sinus frontal, puis nous allons avoir l'orifice piriforme en vue latérale, marqué donc par la glabelle vers le haut, puis un pourtour latéral qui, vers le bas, nous amène à une saillie osseuse qui est plus ou moins marquée en fonction des individus. C'est l'épine nasale antérieure venant surplomber le maxillaire, présentant ici son processus alvéolaire venant porter les dents maxillaires, que nous plaçons ici de manière schématique. Vers l'arrière, le maxillaire va présenter sa face postérieure, infratemporale, qui va répondre au processus ptérygoïde de l'os sphénoïde, dont sur une vue latérale sera visible la lame latérale et dont la lame médiale, présente plus profondément par rapport au plan du dessin, est marquée par un petit crochet osseux
c'est l'amulus ptérygoïdien. Entre les deux lames du processus ptérygoïde va se placer la fosse ptérygoïdienne où s'insère, comme vous le savez, le muscle ptérygoïdien médial. En avant de ces éléments osseux, nous allons pouvoir placer le relief cutané, frontal, glabellaire, puis le relief cutané de la région du nez, dont la morphologie est extrêmement variable, vous le savez, et plaçons ici la lèvre supérieure. Cette pyramide cutanéo-cartilagineuse que constitue donc le nez est recouverte d'une peau richement vascularisée et va être armée par un squelette cartilagineux. Les cartilages constituant ou armant la région nasale étant de chaque côté un cartilage alaire pour cartilage de l'aile du nez, cartilage venant présenter une jambe ou crousse latérale venant armer la partie latérale de l'orifice narinaire et une crousse mésiale ou médiale qui va armer la région nasale qui sépare les deux orifices narinaires et qui porte le nom de columelle. Les deux parties, les deux crousses du cartilage alaire forment un fer à cheval ouvert en arrière et venant délimiter l'orifice narinaire. Et les deux cartilages alaires, droit et gauche, si on les représente schématiquement sur une vue inférieure, vue ascendante de la région nasale, vont de cette manière venir armer le vestibule narinaire et leur morphologie, c'est-à-dire leur degré de développement plus ou moins large, plus ou moins long, et le degré d'adossement des deux crousses médiales des cartilages alaires vont participer à délimiter ou à déterminer la morphologie du nez. Et ce sont ces éléments sur lesquels nous allons pouvoir agir en réalisant des rhinoplasties, qui sont des interventions chirurgicales dont le but est de déterminer et de modifier la morphologie de la région nasale. Ainsi, si par exemple les deux genoux des cartilages alaires sont très larges et très espacés, vous aurez une pointe du nez très grosse, très volumineuse, parfois avec une petite fossette centrale. Si en revanche les deux genoux des cartilages alaires sont très resserrés, eh bien vous aurez un petit nez pointu. Et c'est exactement cela que l'on va, sur lequel on va agir lorsque l'on réalise des rhinoplasties. Entre les deux crousses médiales des cartilages alaires va se placer le bord libre du cartilage septal, ou cartilage de la cloison nasale, que l'on reverra dans un instant. Un peu plus haut, la face latérale du nez sera de chaque côté armée par le cartilage latéral du nez. On parle également de cartilage triangulaire car
de forme triangulaire, déterminant souvent, lorsqu'il rejoint vers le haut le sommet de l'orifice piriforme et les os nasales et maxillaires, déterminant une bosse qui peut également être l'objet d'une résection lors des rhinoplasties. On décrit également quelques petits cartilages supplémentaires qui n'ont pas d'intérêt majeur pour la compréhension de la question. Je vous en fais donc grâce. Ce squelette cartilagineux du nez va être à l'intérieur recouvert d'une muqueuse munie de quelques poils qui d'ailleurs se mettent à pousser avec l'âge. On parle de vibrisses. Et à l'extérieur, la peau venant recouvrir ce squelette cartilagineux va être doublée par des muscles cutanés annexés à la région nasale. On les avait déjà évoqués lors du cours sur les muscles de la face. On décrira un muscle transverse du nez, on décrira un muscle dépresseur de la cloison nasale, peu importe finalement, on ne va pas les détailler. Ces muscles, innervés tous par le nerf facial, par des branches du nerf facial, font partie du système musculo-aponévrotique superficiel, au même titre que tous les muscles cutanés du visage. On peut replacer ici pour mémoire le muscle orbiculaire de l'œil. Innervés par le nerf facial, ces muscles cutanés vont permettre une mobilité de la peau nasale par rapport au plan profond. C'est en particulier ce qui vous permet de dilater vos orifices narinaires. Ça, les chanteurs, notamment les chanteurs lyriques, le maîtrisent bien pour ouvrir ce qu'on appelle les résonateurs vocaux, ou encore permet de plisser la peau du dos du nez. Cette région nasale va également recevoir des vaisseaux, et en particulier des branches issues de l'artère faciale, qui est une artère superficielle, issue de la carotide externe, la place ici, qui croise la région faciale et qui va donner des branches superficielles venant vasculariser la partie inférieure de la pyramide nasale, les ailes narinaires et la cloison nasale, ou encore par l'artère transverse du nez, vascularisant le dorsum ou dos du nez. La face postérieure du nez va répondre à l'orifice piriforme qui correspond au point, à la zone d'entrée dans les cavités nasales. On parle d'orifice piriforme car il a une forme en vue antérieure de poire, c'est-à-dire que cet orifice d'entrée des fosses nasales est plus large dans sa partie inférieure que dans sa partie supérieure. Cet orifice piriforme étant délimité par les os nasaux en haut, par les os maxillaires en bas et latéralement, et étant cloisonné en bas, enfin étant marqué en bas par la présence de l'épine nasale antérieure. À travers cet orifice piriforme apparaît une cloison nasale, c'est le septum nasal. Septum nasal qui va donc séparer une cavité nasale droite d'une cavité nasale gauche. Cette cloison, étant cartilagineuse en avant et osseuse en arrière, comme on va le revoir dans un instant, n'est jamais strictement sagittale, elle est toujours un peu décalée d'un côté ou de l'autre, voire un peu
en S italique, comme cela. Et parfois, quand il y a de très fortes déviations de cette cavité nasale, eh bien, on peut avoir une gêne respiratoire pouvant nécessiter une intervention chirurgicale pour libérer, rouvrir la cavité nasale. C'est ce que l'on appelle une septoplastie. De part et d'autre du septum nasal apparaissent au sein de chaque cavité nasale des reliefs que l'on appelle les cornets. Vous avez en vue antérieure d'un orifice piriforme, de chaque côté, un cornet moyen et un cornet inférieur, qui sont des structures osseuses développées aux dépens des os qui vont délimiter, qui vont cloisonner les cavités nasales, ce qui nous amène maintenant à aborder le deuxième chapitre de ce cours, à savoir les cavités nasales proprement dites. Les cavités nasales sont deux fentes antéro-postérieures situées de part et d'autre de la cloison nasale ou septum nasal, qui communiquent en avant avec le nez externe, entre guillemets, par l'intermédiaire de l'orifice piriforme, et qui s'ouvrent en arrière dans le pharynx par ce que l'on appelle les choanes. Je vous renvoie vers le cours de la dernière fois. Chaque cavité nasale va présenter une paroi latérale, une paroi médiale, la paroi médiale de la cavité nasale étant le septum nasal, va présenter un sommet ou toit, paroi donc supérieure, va présenter une paroi inférieure, on parlera de plancher des cavités nasales. Et ces éléments, eh bien, nous allons les représenter sur deux vues. Une première étant une vue latérale, une vue médiale de la paroi latérale de la cavité nasale, vue médiale qu'il faut imaginer à partir d'une coupe sagittale médiane du crâne, que l'on regarderait par le dedans, et où l'on aurait retiré la cloison nasale, en admettant que la cloison soit, ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie, complètement, strictement sagittale. Alors nous allons construire cette paroi latérale de la fosse nasale en respectant un code couleur qui va donc permettre ensuite pour vous de reconstruire mentalement cette paroi. Vous avez les podcasts et pour pouvoir apprendre cette partie, bien la comprendre, je vous encourage vraiment à revoir régulièrement la construction dynamique, de façon à bien pouvoir reconstruire ces parois des fosses nasales comme un puzzle. Voilà. Théoriquement, il faudrait faire 5 ou 6 dessins supplémentaires, mais il faudrait que j'aille encore plus vite, et je pense que vous auriez du mal à suivre, donc je vais aller plus lentement, superposer les choses, mais comme vous avez les podcasts, vous pourrez quand même suivre la reconstruction progressive. Alors, vue médiale, orientée crânialement vers le haut et ventralement, cette fois-ci, vers ma gauche. Et donc nous allons construire cette vue en mettant en place progressivement les différentes structures osseuses qui vont participer à la constitution de cette paroi latérale de la cavité nasale. Sur la coupe sagittale médiane, dans le plan de coupe, va apparaître un premier os qui participe à la constitution de cette paroi latérale de la cavité nasale, c'est le maxillaire. En effet, le maxillaire est un os venant participer à la constitution de cette cavité, de cette paroi. Alors, nous le mettons en place ici, nous avons le
processus alvéolaire du maxillaire, venant porter ici, comme vous le savez, la denture maxillaire. Nous plaçons une incisive maxillaire. Et le maxillaire va présenter également un processus palatin en arrière, processus palatin qui se porte vers nous et que nous interrompons ici sur la ligne médiane. En dehors du plan sagittal médian, donc en profondeur du tableau, le maxillaire, premier os donc à venir constituer, à participer, si vous voulez, à la constitution de la paroi latérale de la cavité nasale, le maxillaire va présenter en avant un processus frontal que je vous place ici, processus frontal dont la partie inférieure va délimiter l'orifice piriforme et qui, vers le haut, va légèrement s'élargir pour présenter une petite facette articulaire destinée à l'os nasal et à l'os frontal. Processus frontal. En arrière du processus frontal, le maxillaire va présenter une petite gouttière. La gouttière lacrymale, dans laquelle vont venir se loger les voies lacrymales qui relient donc la fente palpébrale, c'est-à-dire la partie externe de l'œil, avec les fosses nasales. On y reviendra, ce sera d'ailleurs l'objet du cours de demain, mais ça vous explique pourquoi, quand vous pleurez, vous avez le nez qui coule. Et donc, mesdames, vous sortez un mouchoir. Bon, messieurs aussi, mais ils se cachent pour pleurer, parce que c'est pas très... Quoique. Bien. En arrière de cette gouttière lacrymale, donc qui est creusée à la face médiale du maxillaire, va apparaître le corps du maxillaire, creusé par des petites cavités. Il s'agit de demi-cellules, des petites encoches dans sa partie supérieure et présentant vers le bas une large ouverture permettant d'ouvrir vers le dedans la grande cavité qui va creuser le corps du maxillaire et qui est le sinus maxillaire. C'est celui qui est le plus souvent impliqué dans les sinusites maxillaires et qui, sur le plan externe, se projette au niveau des joues. En arrière, le corps du maxillaire va présenter sa face postérieure ou face infratemporale, celle que nous avions représentée ici sur la vue latérale. Le maxillaire est donc le premier os, par sa face médiale, qui participe à la constitution de la cavité nasale, ou de la paroi latérale de la cavité nasale. Un deuxième os que nous allons retrouver, et qui va participer aussi à la constitution de cette structure, va être le sphénoïde. Le sphénoïde.
Le sphénoïde va participer à la constitution de la cavité nasale en arrière, et ceci par le biais de son processus ptérygoïde. Le sphénoïde, sur cette coupe, va apparaître en arrière, présentant son corps, le corps du sphénoïde, qui, comme vous le savez, est creusé en haut d'une loge pour la glande hypophyse, c'est la selle turcique, et dont le corps va en son sein être creusé d'une cavité aérienne qui est le sinus sphénoïdal. Tous ces sinus, sinus maxillaire, les demi-cellules ici, sinus sphénoïdal, sont des cavités aériennes qui sont donc annexées aux cavités nasales. Appendus au corps du sphénoïde, apparaissant ici donc sur le plan de coupe, vont se placer les processus ptérygoïdes qui sont donc latéraux par rapport au plan sagittal médian. Et nous allons donc, sur cette vue, voir apparaître le processus ptérygoïde droit, puisqu'il s'agit ici d'une vue médiale de la cavité nasale droite. Et cette fois-ci, ce processus ptérygoïde, eh bien, nous allons le voir par le dedans. Il va donc être mis en évidence par sa lame médiale. La lame médiale, donc présentant son amulus ptérygoïdien, son petit crochet. La lame latérale, plus en profondeur du plan de coupe, délimitant ce que je hachure ici, qui correspond à la fosse ptérygoïdienne. La face postérieure du maxillaire et le processus ptérygoïde délimitent une région très profonde de la face, que vous voyez ici sur la vue, médiale, que vous avez ici en vue latérale. C'est la fosse ptérygomaxillaire, fosse ptérygomaxillaire entre le processus ptérygoïde et le maxillaire, qui est un endroit important car c'est par cette fosse ptérygomaxillaire que va arriver la vascularisation principale de la fosse nasale. Et vous savez que le nez, ça saigne souvent abondamment, ce qui illustre la grande richesse de la vascularisation du nez. Bien. Donc nous avons jusqu'à présent deux structures osseuses qui vont participer à la constitution de la paroi latérale de la fosse nasale, le maxillaire et le sphénoïde par l'intermédiaire du processus ptérygoïde. Un troisième os va intervenir pour construire cette paroi latérale de la fosse nasale, c'est l'os palatin. L'os palatin est un os pair, symétrique. Il existe donc un palatin droit et un palatin gauche, qui, comme son nom l'indique, va participer à la constitution du palais, en fait de la partie postérieure du palais. Cet os palatin va présenter deux parties, schématiquement, deux parties que l'on appelle les lames de l'os palatin. Vous avez tout d'abord une lame horizontale qui se place en arrière du processus palatin du maxillaire et qui va participer à la constitution de la partie postérieure du palais dur, du palais osseux. Lame horizontale.
un peu latéralement, le palatin va présenter une lame perpendiculaire, ou lame verticale, qui se place donc dans un plan sagittal, dans un plan antéro-postérieur, qui va se plaquer contre le corps du sphénoïde, avec lequel il délimite un orifice qui est le foramen sphénopalatin, entre l'os palatin et l'os sphénoïde. Foramen sphénopalatin qui constitue un espace ouvert entre la fosse ptérygomaxillaire et la cavité nasale. Et c'est par ce foramen sphénopalatin que va arriver la principale artère vascularisant la fosse nasale. Donc, le palatin, avec sa lame horizontale et sa lame verticale ou lame perpendiculaire, qui vient se plaquer en dedans sur le maxillaire en avant et le processus ptérygoïde en arrière, va participer à la formation de la paroi latérale de la cavité nasale. Un quatrième os va participer à la constitution de la paroi latérale de la cavité nasale, c'est l'os lacrymal. Os lacrymal. Que je vais donc faire en bleu clair. Cet os lacrymal est un petit os qui ressemble, on est dans une zone qui est proche de la mer, vous êtes donc tous allés à la plage et vous avez tous vu ces coquillages qu'on trouve sur les plages et qu'on appelle les couteaux. Eh bien, le lacrymal est un os qui ressemble à un petit couteau du coquillage et qui va se placer contre, je le place comme ceci, qui va se placer contre la gouttière lacrymale de l'os maxillaire. Os lacrymal. Cet os lacrymal va donc avoir une concavité, il va être creusé vers le dehors, va se plaquer contre la gouttière lacrymale du maxillaire, et qu'il va délimiter, qu'il va contribuer, à transformer en canal lacrymonasal, mettant donc en communication la cavité orbitaire et la cavité nasale. Après le maxillaire, le sphénoïde, le palatin et le lacrymal, l'os nasal est un cinquième os participant à délimiter la paroi latérale de la cavité nasale. Cet os nasal va présenter, donc il y a deux os nasaux, un droit et un gauche, qui sont donc des éléments
annexé à l'orifice piriforme, puisque le bord antérieur du nasal va délimiter la partie haute de l'orifice piriforme. Sa face profonde va délimiter une partie de la paroi latérale de la fosse nasale. Sa face superficielle fait partie de la face externe du squelette facial. Et au niveau de sa base, l'os nasal va s'articuler avec le processus frontal du maxillaire et tout à fait vers le haut avec l'os frontal que nous représentons ici creusé par le sinus frontal. Os frontal qui, en soi, ne participe pas à la constitution de la paroi latérale de la cavité nasale, mais qui, en réalité, en est un rapport supérieur. Ça commence à faire beaucoup d'os. On a quasiment fini, parce que vous voyez, petit à petit, cette paroi latérale se construit. Maxillaire, sphénoïde, palatin, lacrymal, nasal restent deux éléments, deux os qui vont être constitutifs de la paroi latérale de la cavité nasale et qui vont délimiter ces fameux reliefs dont nous avions parlé ici, visibles lorsqu'on regarde sur un crâne sec l'orifice piriforme, les cornets nasaux. Ces deux os sont l'ethmoïde et le cornet inférieur. L'os ethmoïde, vous le savez, est un os unique, impair, médian, qui présente un labyrinthe ethmoïdal, c'était les masses latérales d'autrefois, qui présente deux lames criblées et au centre, sur la ligne médiane, deux processus osseux, la cristagallie et la lame perpendiculaire. Eh bien, la masse latérale, ou labyrinthe ethmoïdal de l'os ethmoïde, va venir se poser à la partie moyenne de la cavité nasale, venant donc constituer une grande partie de la paroi latérale de la cavité nasale. Nous allons donc placer l'ethmoïde avec la lame criblée par des foramènes qui vont donc livrer passage aux éléments nerveux de l'olfaction. Et on placera pour mémoire, on y reviendra après, la cristagallie, qui est un relief osseux intracrânien qui se développe donc sur la ligne médiane et à l'intérieur de la boîte crânienne au niveau de l'étage antérieur de la base du crâne. Vers le bas, la masse latérale de l'ethmoïde va venir recouvrir et va se plaquer au-dessus, recouvrir les structures que nous avons décrites précédemment, venant donc recouvrir tout ceci. Et cette masse latérale de l'ethmoïde s'appelle dans la nomenclature anatomique internationale le labyrinthe ethmoïdal, car en effet, cette masse latérale est creusée de nombreuses cavités aériennes que l'on appelle les cellules ethmoïdales, dont certaines sont propres au labyrinthe ethmoïdal et d'autres constituent des demi-cellules qui vont se placer en regard des demi-cellules proposées par le maxillaire, venant donc constituer ou compléter ces cavités.
La face médiale du labyrinthe ethmoïdal va être soulevée par des reliefs qui sont saillants dans la cavité nasale. Ces reliefs, eh bien, ce sont les cornets nasaux. Cornets nasaux, vous avez ainsi, en haut et relativement en arrière de la cavité nasale, un cornet supérieur, et vers le bas, un peu plus gros, un peu plus volumineux, le cornet moyen. Cornet supérieur et cornet moyen. En dessous de chaque cornet se place un orifice, on parle de méa, ainsi, sous le cornet supérieur se place le méa supérieur, et sous le cornet moyen se place le méa moyen. Ces orifices, ces méas, ouvrent dans la cavité nasale, au niveau de la paroi latérale, donc de la cavité nasale, des cavités, des sinus paranasaux, cavités annexées aux fosses nasales. Ainsi, sous le cornet supérieur, au méa supérieur, vont s'ouvrir les cellules ethmoïdales postérieures, cellules ethmoïdales situées à la partie postérieure du labyrinthe ethmoïdal. Sous le cornet moyen, au méa moyen, vont s'ouvrir les cellules ethmoïdales antérieures, va s'ouvrir le sinus maxillaire, qui est la plus grosse des cavités paranasales, et au méa moyen va également s'ouvrir, se drainer, le sinus frontal par un canal que l'on appelle le canal nasofrontal. La masse latérale, le labyrinthe ethmoïdal, lorsqu'il s'accole, lorsqu'il se pose contre le corps du sphénoïde, délimite un espace avec le corps du sphénoïde. Cet espace est le récessus sphéno-ethmoïdal, entre le sphénoïde et l'ethmoïde. Ce récessus sphéno-ethmoïdal correspond au point de drainage dans la cavité nasale du sinus sphénoïdal. Ainsi donc, toutes les cavités aériennes, tous les sinus paranasaux se drainent dans le nez. Et d'ailleurs, une obturation de ce système de drainage entraîne une accumulation de sécrétions qui peut éventuellement s'infecter en amont, et c'est le point de départ des sinusites. Et c'est pour ça d'ailleurs que, notamment dans les sinusites maxillaires, qui sont les sinusites les plus fréquentes, on vous prescrit des trucs à mettre dans le nez pour décongestionner, tout ça pour ouvrir le méa moyen et permettre le drainage dans la cavité nasale du contenu du sinus maxillaire. Donc, on répète, au récessus sphénoethmoïdal, dans le récessus sphénoethmoïdal se draine le sinus sphénoïdal. Au méa supérieur se drainent les cellules ethmoïdales postérieures.
facile enfin, si on veut retenir les choses, hein, comme le cornet supérieur est très en arrière, on peut comprendre assez aisément que l'orifice sous le cornet supérieur draine la partie postérieure des cellules ethmoïdales. Et au méa moyen s'ouvre le sinus maxillaire, la partie antérieure des cellules ethmoïdales et le sinus frontal. Un dernier os, enfin, va participer à constituer cette paroi latérale de la fosse nasale. Et cet os, eh bien, c'est le dernier élément qu'on n'a pas encore représenté sur la coupe, c'est le cornet inférieur. Car en effet, les cornets, qui sont donc ces reliefs qui soulèvent la paroi latérale de la cavité nasale, pour le cornet supérieur et le cornet moyen, sont des processus développés aux dépens de la masse latérale de l'ethmoïde. Le cornet inférieur, lui, est un os indépendant qui vient se mouler sur une petite crête que je ne vous ai pas décrite et que l'on trouve à la face médiale du maxillaire, c'est la crête turbinale, peu importe, et ce cornet inférieur va venir, comme ceci, constituer une volumineuse saillie dans la cavité nasale. C'est le cornet nasal le plus volumineux, s'insérant donc contre la face médiale du maxillaire, venant s'articuler un peu avec le lacrymal et étant également rattaché à un petit processus développé aux dépens du labyrinthe ethmoïdal, permettant de cloisonner au niveau du méa moyen l'ouverture du sinus maxillaire. Peu importe. Cornet supérieur, cornet moyen, cornet inférieur. Et donc, ce cornet inférieur venant recouvrir ici la partie inférieure de la fosse nasale, eh bien, vous voyez qu'il va délimiter un méa, c'est le méa inférieur, et on l'avait déjà représenté ici à partir de cette flèche, eh bien, le méa inférieur, méa qui est protégé par le cornet inférieur, eh bien, lui va livrer passage, non pas à des sinus paranasaux, mais aux voies lacrymales, puisqu'il va venir recouvrir ici la partie toute inférieure du canal lacrymonasal qu'il participe à constituer. Voilà donc comment se construit et comment se constitue la paroi latérale de la cavité nasale. Cette paroi latérale de la cavité nasale est donc une paroi qui est constituée par la juxtaposition de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces osseuses. Vous avez donc le maxillaire et le sphénoïde qui participent à constituer la base de cette paroi latérale de la fosse nasale, sur laquelle vient se poser le palatin en arrière, le lacrymal, le nasal en avant, le labyrinthe ethmoïdal en haut, le cornet inférieur en bas. Sur cette paroi latérale de la cavité nasale apparaissent des ouvertures permettant de mettre en communication la cavité nasale avec des cavités qui sont situées autour d'elle. Le récessus sphénoethmoïdal ouvrant le sinus sphénoïdal, le méa supérieur ouvrant les cellules ethmoïdales postérieures, le méa moyen drainant le sinus frontal, les cellules ethmoïdales antérieures et le sinus maxillaire, et enfin le méa inférieur drainant les voies lacrymales. C'est ce qui explique pourquoi, quand vous pleurez, vous avez le nez qui coule. L'orifice piriforme, qui est le point d'entrée antérieur des cavités nasales, qui est la zone d'entrée, eh bien, est délimité par l'os nasal en haut et le maxillaire en bas.
Et en arrière, les cavités nasales communiquent avec l'espace qui se trouve en arrière et qui est le pharynx, au niveau des choanes, dont le sommet est formé par le sphénoïde et dont la partie latérale sera armée par la lame médiale du processus ptérygoïde. Vous suivez? Vous verrez, il faut le voir 2-3 fois, finalement ça se comprend. Alors, ça c'est intéressant avant de passer à la... Après c'est plus simple, hein, je vous rassure, ça c'était le truc un peu plus compliqué, mais ça a quand même un intérêt parce que, par exemple, pour le traitement de certaines sinusites chroniques, les ERL, avec une petite caméra, c'est ce qu'on appelle une endoscopie ou une rhinoscopie, peuvent aller chercher les ostiums pour faire ce que l'on appelle des méatotomies, c'est-à-dire ouvrir, et notamment le méa moyen, méatotomie moyenne, pour drainer des sinusites maxillaires que l'on n'arrive pas à traiter par des moyens médicamenteux classiques. Ça, c'était pour la paroi latérale. Maintenant, la paroi médiale de la fosse nasale est, et ça c'est plus simple, constituée par la cloison nasale, ou septum nasal, et ce septum nasal, lui, eh bien, est constitué d'une partie osseuse en arrière et d'une partie cartilagineuse en avant, c'est le cartilage septal ou cartilage de la cloison nasale. Et c'est ce que nous allons mettre en place en reprenant une coupe sagittale, médiane, mais cette fois-ci en mettant en place la cloison nasale, ce qui va donc cacher, bien sûr, la paroi latérale. Alors nous plaçons encore une fois le plan du palais. Donc on va placer le processus palatin ici du maxillaire avec le processus alvéolaire. On figurera ici la denture maxillaire et en arrière, le palais va être constitué par la lame horizontale du palatin. Je vais essayer de respecter les codes couleurs, ce qui, avec ma petite dyschromatopsie, n'est pas toujours simple. Je suis un peu daltonien, donc parfois il y a des nuances de couleurs que je ne vois pas bien, donc je vais essayer de m'y tenir. Ça, c'était pour la petite complication. Nous avons ensuite vers le haut l'os nasal. Voici donc l'os nasal tel que vu sur la coupe sagittale médiane, avec le frontal creusé par le sinus frontal. Nous avons vers l'arrière l'ethmoïde, puis le sphénoïde. Nous allons placer tout d'abord le corps ici du sphénoïde avec la selle turcique, le clivus, le corps sphénoïdal, le sinus sphénoïdal, et donc la lame, la lame criblée de l'ethmoïde, criblée puisqu'elle va laisser passer les filets olfactifs, nous allons y venir dans un petit instant, et la cristagalie, donc, qui se développe en intracrânien. Alors la cloison nasale est constituée de deux parties osseuses en arrière et d'un cartilage en avant. Les éléments osseux sont constitués tout d'abord par un os impair et médian, os impair et médian, qui forment une lame sagittale. Cet os, c'est le vomer.
le vomère va constituer un os qui se place dans le plan sagittal médian, qui s'insère et s'articule avec le corps du sphénoïde en haut, et qui, vers le bas, va s'insérer au niveau de l'articulation entre les deux maxillaires en avant et les deux palatins en arrière. En avant du vomère, la cloison nasale va être constituée par la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde, lame perpendiculaire de l'os ethmoïde, qui est ce relief osseux développé aux dépens de l'ethmoïde, qui pousse vers le bas, qui se place donc à l'aplomb de la crista galli, qui s'articule vers le haut avec le corps du sphénoïde, qui s'articule en bas avec le bord antérieur du vomère, et qui, en avant, eh bien, va répondre à la troisième structure qui constitue la cloison nasale, qui est une structure, cette fois-ci, cartilagineuse. La cloison du nez, si vous la prenez entre les doigts, vous voyez qu'elle bouge, elle est souple en avant. La partie osseuse de la cloison nasale est beaucoup plus postérieure. Eh bien, cette troisième partie constituant troisième structure venant constituer la cloison nasale est le cartilage septal, cartilage de la cloison nasale, qui s'articule avec la lame perpendiculaire de l'ethmoïde en arrière et qui, en bas, va répondre à l'articulation intermaxillaire. On décrit cartilage septal, vomère et ethmoïde sont bien sûr les trois éléments principaux qui participent à la constitution de la cloison nasale et qui vont donc séparer les cavités nasales droite et gauche. On peut replacer ici le plan cutané pour avoir un élément de repère. On définit parfois, ça c'est pour l'anecdote, un petit cartilage supplémentaire. Alors ça, vous ne le retenez pas, ça c'est juste pour la... Mais je suis sûr qu'il n'y a que ça que vous allez retenir en fait. Quand on dit vous ne retenez pas, c'est ça que vous retenez. C'est ce qu'on appelle le cartilage voméronasal. Et en fait, c'est une structure qui est inconstante, mais qui correspond au résidu embryologique de ce qu'on appelle l'organe voméronasal, organe de Jacobson, qui est très développé notamment chez les mammifères non primates, et qui est l'organe qui est destiné à la perception des phéromones. Voilà. Donc, nous avons en arrière du nez deux fentes antéro-postérieures que forment les cavités nasales. Chaque cavité nasale présentant une paroi latérale sur laquelle je ne reviendrai pas pour éviter de vous provoquer des ictus. Une paroi médiale formée par la cloison nasale, le septum nasal, armée de deux pièces osseuses en arrière, le vomère et la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, et armée d'une partie souple, cartilagineuse en avant, c'est le cartilage septal. Les cavités nasales communiquent en avant avec le nez par l'orifice piriforme. Les cavités nasales s'ouvrent en arrière au niveau des coanes, la coane étant délimitée en haut par le sphénoïde, latéralement par la lame médiale du processus ptérygoïde, médialement par le bord postérieur du vomère, et bien sûr en bas par la partie postérieure du palais osseux. Le plancher des fosses nasales, plancher des cavités nasales,
est constitué par le maxillaire droit et gauche en avant et par la lame horizontale du palatin en arrière, et le sommet de la cavité nasale est constitué par la lame criblée de l'ethmoïde, séparant la cavité nasale de l'étage antérieur de la base du crâne. Toutes ces structures, nous pouvons les mettre en place de façon synthétique sur une coupe frontale qui est régulièrement utilisée en clinique sur des scanners de l'étage moyen de la face, coupe frontale, permettant d'explorer notamment les sinus paranasaux. Alors nous allons, sur cette coupe frontale dont l'orientation sera crâniale vers le haut et latérale vers ma gauche, placer des structures qui vont d'ailleurs être utiles dans le cours sur la cavité orbitaire, qui est le cours de demain. Alors cette coupe va nous présenter tout d'abord la cavité orbitaire. Nous allons placer ici le pilier latéral de l'orbite, donc constitué par le frontal en haut et par l'os zygomatique latéralement. Ça, on y reviendra. Et nous plaçons en bas le maxillaire, là, ça, on l'a vu aujourd'hui, maxillaire, avec son processus alvéolaire qui porte ici une dent maxillaire, une molaire, on fait passer la coupe ici en arrière, avec des racines dont certaines peuvent être particulièrement saillantes dans le sinus maxillaire, ce qui va expliquer la possibilité de survenue de sinusite maxillaire d'origine dentaire. Le frontal apparaît ici, l'os frontal, donc toutes ces structures sont bien sûr représentées en coupe, ce qui nous amène maintenant à mettre en place les structures propres délimitant les cavités nasales, donc médialement, et les principaux sinus paranasaux que nous avons étudiés. Alors nous avons tout d'abord le maxillaire qui apparaît creusé ici d'une cavité aérique, c'est le sinus maxillaire. Sinus maxillaire. Le sinus maxillaire étant un rapport inférieur de la cavité orbitaire, chose sur laquelle nous reviendrons demain. Alors, la cavité nasale va apparaître en dedans de la cavité orbitaire, en dedans du sinus maxillaire, et si on présente ici la ligne médiane, eh bien elle va apparaître de part et d'autre de la cloison nasale qui apparaîtra ici sur cet axe. La paroi latérale de la cavité nasale va apparaître constituée tout d'abord par l'os ethmoïde. Alors nous plaçons ici l'ethmoïde, je vais essayer de respecter le même code couleur avec la cristagalie, la lame criblée, et nous avons donc le labyrinthe ethmoïdal qui apparaît ici et soulevé par des reliefs ici, qui sont donc les cornets. Vous avez ici le cornet supérieur, et sous le cornet supérieur, un orifice, le méa supérieur, drainant les cellules ethmoïdales postérieures. Nous avons ensuite le cornet moyen, toujours développé aux dépens du labyrinthe ethmoïdal, et sous ce méa
sous ce cornet moyen, s'ouvre le méa moyen, drainant alors, la partie antérieure des cellules ethmoïdales, mais également drainant le sinus maxillaire et le sinus frontal. Nous plaçons ici la partie toute interne du maxillaire, dont vous voyez qu'elle est creusée de demi-cellules qui participent avec le labyrinthe ethmoïdal à constituer les cellules ethmoïdales. Enfin, nous avions un dernier os, je crois que je l'avais fait en rouge, c'est le cornet inférieur qui va donc constituer cette volumineuse saillie dans la cavité nasale, partie inférieure de la cavité nasale, et qui, ce cornet inférieur, délimite le méa inférieur où s'ouvrent les voies lacrymales. Enfin, sur la ligne médiane, apparaîtra la cloison nasale, apparaissant constituée ici par la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Ça, c'est la partie postérieure et supérieure. Et la partie postéro-inférieure, on peut la représenter ici, on dira que c'est une coupe un peu moyenne, va être constituée par le vomère. Ce qui permet donc de résumer les différentes structures qui vont constituer cette cavité nasale. Donc, cavité nasale qui apparaît délimitée donc, par un plancher inférieur constitué par le palais, en réalité, une paroi supérieure qui constitue la lame criblée de l'ethmoïde, au-dessus de laquelle se placeront les bulbes olfactifs, donc structure de l'olfaction. La paroi médiale correspondant à la cloison nasale, osseuse en arrière, là où passe le plan de coupe, et cartilagineuse en avant, et présentant une paroi latérale qui est soulevée par les cornets, deux cornets donc supérieurs et moyens qui sont des structures développées aux dépens de l'ethmoïde dont les masses latérales sont creusées de cavités aériennes, et le cornet inférieur qui est un os indépendant posé sur le maxillaire et qui délimite donc le méa inférieur. Alors, ces cavités nasales, cavités osseuses, sont recouvertes par une muqueuse nasale, que je place ici sur la coupe, muqueuse nasale qui va recouvrir toutes les cavités, y compris les cornets, et qui va s'invaginer par les méas pour venir en continuité recouvrir toutes les cavités, tous les sinus paranasaux. Cette muqueuse nasale est une muqueuse de type respiratoire pour la plupart, pour la grande majorité de ces structures, c'est-à-dire constituées de cellules à mucus et de cellules ciliées permettant de faire avancer les sécrétions nasales de l'avant vers l'arrière. C'est ce que l'on appelle le jetage nasal postérieur. Cette muqueuse est doublée en son sein, dans son chorion, par de riches vaisseaux vasculaires et en particulier de riches plexus veineux, en particulier au niveau des cornets. Et c'est la turgescence de ces plexus veineux sous-muqueux qui explique, quand vous êtes un peu enrhumé, eh bien que les cavités nasales qui sont des fentes en réalité très peu ouvertes se bouchent et donc vous avez cette obstruction de la cavité nasale que vous allez traiter en donnant des décongestionnants, notamment des vasoconstricteurs. Vers le haut, la muqueuse nasale prend une fonction différente. Elle devient muqueuse olfactive
et prend un aspect légèrement jaunâtre, c'est pour ça que je la représente en jaune. C'est ce que l'on appelle la tache jaune qui correspond donc à la muqueuse olfactive, où l'on va retrouver les cellules réceptrices de l'olfaction. Cette tache jaune répond à la partie toute haute de la cloison nasale, répond au cornet supérieur et surtout, bien sûr, répond à la lame perpendiculaire, à la lame criblée de l'ethmoïde, criblée car les filets olfactifs vont traverser cette lame criblée pour rejoindre les bulbes olfactifs. La vascularisation de la cavité nasale, on va en dire un mot très rapide, procède de plusieurs artères qui vont alimenter un réseau vasculaire particulièrement dense, ce qui explique la grande fréquence et souvent le volume assez abondant des saignements par le nez que l'on appelle une épistaxis. L'artère principale qui assure la vascularisation des cavités nasales, c'est l'artère sphénopalatine, branche terminale de l'artère maxillaire dont vous avez déjà entendu parler, puisqu'on a parlé de cette artère maxillaire qui naît dans la loge parotidienne. C'est en effet la branche terminale de l'artère carotide externe. On replace ici, sur cette vue latérale, l'artère carotide externe qui, dans la loge parotidienne, se divise en artère temporale superficielle et artère maxillaire. L'artère maxillaire va se porter vers le dedans et, après un trajet sinueux, et après avoir donné un certain nombre de branches collatérales se destinant aux structures de la partie profonde de la face, va pénétrer dans la fosse ptérygomaxillaire, et s'engager dans le foramen sphénopalatin, puisque nous avons la lame perpendiculaire du palatin qui se retrouve en profondeur de ces éléments. Et pénétrant dans le foramen sphénopalatin, l'artère maxillaire devient artère sphénopalatine, et on va donc la retrouver à cet endroit-là. Je la rajoute ici sur la coupe. Elle devient artère sphénopalatine, et cette artère sphénopalatine, je ne vais pas la représenter complètement, va se ramifier pour donner des branches qui vont participer à la vascularisation de la paroi latérale et également de la paroi médiale du septum nasal. Je vais la représenter ici. C'est l'artère principale de la cavité nasale, artère de très haut volume, et on sait en traumatologie faciale ou en pathologie ORL dans certaines épistaxis graves, eh bien que des gestes de ligature de l'artère sphénopalatine peuvent être nécessaires, et cette ligature de l'artère sphénopalatine ou de branche de l'artère sphénopalatine eh bien, se fait en allant repérer en endoscopie nasale, le plus souvent, le récessus sphéno-ethmoïdal et la région du foramen sphénopalatin. D'autres artères vont participer à la vascularisation des cavités nasales. Ce sont les artères ethmoïdales antérieures et postérieures, qui sont des vaisseaux qui proviennent de l'artère ophtalmique, donc ce sont des artères qui proviennent de la région orbitaire, que je place ici, artère ethmoïdale antérieure en avant et ethmoïdale postérieure en arrière. On reverra demain l'origine de ces artères ethmoïdales lorsque l'on mettra en place la cavité orbitaire. Et enfin, de manière plus accessoire, des branches de l'artère faciale peuvent également
apporter une vascularisation, alors au nez externe, mais également à la cloison par l'intermédiaire de petites branches septales. Cette vascularisation, donc dépendant essentiellement de l'artère sphénopalatine et aussi, mais plus accessoirement, des ethmoïdales et de l'artère faciale, est particulièrement dense et il existe au niveau de la cloison nasale, au niveau de la partie antérieure de la cloison nasale, une zone de réunion, de forte anastomose de branches issues de l'ethmoïdale antérieure et de la sphénopalatine et de l'artère faciale, constituant ce que l'on appelle la tache vasculaire, qui, et c'est en particulier le cas chez les enfants, peut être particulièrement développée et être à l'origine d'épistaxis à répétition et parfois spontanée et pouvant nécessiter une électrocoagulation. C'est l'électrocoagulation de la tache vasculaire qui est donc un geste d'hémostase souvent réalisé chez les enfants présentant des épistaxis à répétition. Le retour veineux se fait par le système donc des veines de la face. Je ne vais pas le détailler, simplement, sachez qu'il existe au niveau de la cloison nasale la muqueuse nasale, eh bien, des plexus veineux sous-muqueux particulièrement denses et à l'origine de la congestion des fosses nasales dans les épisodes de rhinite, les rhumes saisonniers, ou d'hiver ou allergiques d'ailleurs. La cavité nasale et les sinus paranasaux reçoivent une innervation sensitive qui dépend du nerf trijumeau, et également une innervation végétative pour la sécrétion des cavités nasales, en particulier la sécrétion du mucus des cavités nasales. Cette innervation de la sécrétion nasale dépendant du nerf 7, du nerf facial. Mais c'est un détail sur lequel on ne va pas s'appesantir. Les fosses nasales ont un drainage lymphatique qui se fait dans les lymphatiques du cou. Ça a un intérêt car il existe de temps en temps des cancers des cavités nasales ou des cancers des sinus paranasaux qui peuvent donc nécessiter des gestes de curage lymphatique. Parlons maintenant un peu, dans le petit quart d'heure qui nous reste, de fonction. À quoi servent les fosses nasales ? Eh bien, les fosses nasales ont deux fonctions principales. La première, c'est la ventilation, et la deuxième fonction, c'est l'olfaction. Et pour cela, nous allons représenter une vue de la fosse nasale droite, une vue par le dedans, une vue médiale, cette fois-ci sans s'embêter avec un code couleur particulier. Vous reconnaissez le palais en bas, l'os nasal en haut, le frontal avec son sinus frontal, le sphénoïde en arrière, avec la selle turcique, le corps sphénoïdal creusé du sinus sphénoïdal, la lame criblée, la cristagalie. Nous allons placer le relief cutané. Et cette fois-ci, eh bien, cette vue latérale sera construite avec recouverte, cette paroi latérale sera donc recouverte par sa muqueuse nasale, muqueuse que vous voyez apparaître soulevée par les reliefs, les cornets nasales
supérieur, cornet moyen, cornet inférieur, et nous avons la muqueuse nasale, donc, avec la tache jaune, on va la garder en jaune ici en haut, puis la muqueuse de type respiratoire, qui recouvre donc les différentes parois de la fosse nasale. Nous la voyons ici se prolonger avec le palais mou, puis le palais dur. Et nous plaçons ici, puisque c'est une vue médiale, l'orifice narinaire qui fait donc communiquer cette cavité nasale avec le milieu extérieur. Alors nous décrivons, comme on l'a dit tout à l'heure, deux nez en quelque sorte, un nez respiratoire ou un nez ventilatoire et un nez olfactif. Alors comment se passe la respiration à l'étage nasal? Et quand vous inspirez de l'air, vous allez avoir un flux aérien principal, celui qui va vous permettre de gonfler les poumons, et puis vous allez avoir un flux accessoire qui va vous permettre de sentir les odeurs. Le flux inspiratoire principal eh bien, va longer le plancher des fosses nasales. Il passe donc par l'orifice narinaire, puisque le nez va bien, l'air rentre par les narines quand vous respirez par le nez. Et le flux inspiratoire principal va donc suivre un couloir étroit qui passe par le plancher de la fosse nasale sous le cornet inférieur, permettant à l'air de passer directement de la fosse nasale vers le pharynx. Il va donc quitter la fosse nasale par la coane. Ça, c'est le flux principal. Et si on se remet finalement sur la coupe, eh bien, c'est là, ici, que se place ce courant inspiratoire principal. Et vous voyez que finalement, l'espace est assez mince, et c'est pour ça qu'une petite congestion ou une petite déviation de la cavité nasale peut rapidement entraîner une sensation d'obstruction nasale. Et puis, vous avez les cornets. Et ces cornets, qui se développent dans les fosses nasales, vont créer des turbulences. Et ces turbulences, eh bien, elles vont faire qu'une partie du flux aérien va être freinée et va être projetée vers la partie supérieure de la fosse nasale, et donc va être projetée vers la tache jaune. C'est ce mécanisme qui va permettre l'olfaction, qui est la deuxième fonction des cavités nasales. Cette fonction d'olfaction est d'ailleurs liée à la gustation, car lorsque vous avalez, la langue, et en particulier la racine de la langue, va, en même temps que vous déglutissez, reprojeter vers le sommet de la fosse nasale, par l'arrière, une partie de l'air de la cavité buccale chargée de substances aromatiques de ce que vous mangez, permettant l'intégration de deux fonctions que sont la gustation et l'olfaction. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous avez le rhume, vous n'avez plus de goût des aliments. Comment se passe l'olfaction? L'olfaction, elle se passe au niveau de la tache jaune, et si l'on représente un agrandi de ce qui se passe au niveau de la lame criblée de l'ethmoïde, eh bien, sous la lame criblée, en fort agrandi, vous avez une muqueuse olfactive dans laquelle se placent des cellules réceptrices de l'olfaction, cellules réceptrices dont les récepteurs sont libres au contact de l'air au niveau de la tache jaune, et cellules effectrices cellules réceptrices de l'olfaction, donc ça c'est la couche des récepteurs, qui vont s'articuler avec un premier neurone, qui est une cellule bipolaire, qui est située au sein de la tache jaune, cellule bipolaire, et dont
la fibre effectrice va venir traverser la lame criblée de l'ethmoïde pour venir se placer au sein d'une structure qu'on a dû vous enseigner en neuroanatomie. Et cette structure, eh bien, c'est le bulbe olfactif. Bulbe olfactif. Dans le bulbe olfactif vont se situer les deutoneurones, c'est-à-dire les deuxièmes neurones des voies de l'olfaction. Ces deutoneurones, ce sont les cellules bipolaires, les cellules mitrales, pardon. Cellules mitrales, qui reçoivent donc les influx transmis par la cellule bipolaire et dont les axones vont venir constituer les tractus olfactifs, on appelle ça parfois les bandelettes olfactives, tractus olfactifs, qui vont donc amener ces informations olfactives vers l'encéphale, vers le cerveau. Alors, l'intégration des informations olfactives est une intégration qui est complexe et qui procède de structures très profondes dans le cerveau. C'est les structures du rhinencéphale, qui sont également impliquées dans... C'est également le cerveau de la mémoire et le cerveau des émotions. Et ça explique d'ailleurs l'importance du ressenti, du retentissement psychique de la perception des odeurs. Alors, sans vouloir rentrer dans une systématisation très complexe, qui de toute façon est serait assez fausse dans la mesure où la systématisation des voies olfactives est relativement mal connue, quelques mots quand même des grandes voies de l'olfaction, parce qu'il en découle un certain nombre de maladies très connues, dont la plus célèbre d'entre elles, qui est la maladie d'Alzheimer. Alors, pour comprendre, vous avez eu déjà quelques cours de neuroanatomie, pour comprendre comment s'organisent ces voies, eh bien, nous allons simplement construire une coupe sagittale médiane du cerveau, coupe sagittale médiane, qui va donc nous présenter ici le pont, le mésencéphale, l'hypophyse, le chiasme optique, la région du septum et la commissure antérieure. Vers l'arrière, la commissure postérieure, avec en dessous d'elle le corps pinéal, l'épiphyse, qui nous amène à nouveau à l'aqueduc du mésencéphale. Et en arrière, vous reconnaissez ici la lame tectale avec les colliculus supérieurs et inférieurs. Au centre de la coupe se place le corps calleux, qui est donc la principale commissure interhémisphérique. Tout ça, c'est dans le plan de coupe. Et sous le corps calleux, une autre commissure qui est ce qu'on appelle le fornix ou trigone dans l'ancienne nomenclature. Trigone ou fornix, qui est une commissure qui apparaît en coupe ici, suspendue au corps calleux par le septum pellucidum, et qui se prolonge en avant par des colonnes qui aboutissent au corps mammillaire et qui se prolongent en arrière par des piliers qui vont s'enrouler autour de l'encéphale et venir se terminer dans le lobe temporal au niveau d'une structure que l'on appelle l'hippocampe, qui est un volumineux noyau, hippocampe, du lobe temporal.
On placera ici le lobe frontal, la face inférieure du lobe frontal, et nous placerons ici le lobe temporal, simplement. Alors, comment se passe ceci? Comment s'intègrent ces informations de l'olfaction? Eh bien, tout simplement, si nous mettons ici le bulbe olfactif et le tractus olfactif, eh bien, le tractus olfactif va projeter ces informations de l'olfaction au niveau de 3 régions principales de l'encéphale. Ces 3 régions sont tout d'abord une zone de cortex qui se situe juste sous le corps calleux. C'est ce qu'on appelle la région septale, parce qu'elle va correspondre à la région de cortex qui se place à proximité du septum, tendu entre la commissure antérieure et le chiasme optique. Donc on a une première projection qui se fait vers la région septale. Une deuxième projection se fait au niveau de l'espace perforé antérieur. Espace perforé, ces structures vous ont été dites, hein. Vous avez quand même, on vous en a parlé déjà de ça un petit peu, en morphologie externe. Pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Bon. Peu importe, de toute façon, ça va être quelque chose de très succinct. Donc, espace perforé, et une troisième zone de projection se fait au niveau du lobe temporal, au niveau d'une zone qui correspond à l'incus ou crochet du lobe temporal, je la place ici, qui correspond à ce qu'on appelle l'aire entorhinale, à laquelle est annexé un noyau du lobe temporal que l'on appelle l'amygdale. Donc en gros, ces informations olfactives, par le tractus olfactif, sont projetées au niveau de zones qui sont très profondes dans l'encéphale. C'est le rhinencéphale. À partir de ces noyaux principaux, les voies de l'olfaction vont rentrer dans le cadre d'un circuit de neurones qui a été décrit par Papez et dont une petite partie constitue les voies de l'intégration de l'olfaction, mais dont une grande partie vont intervenir dans le cerveau des émotions et le cerveau de la mémoire. Ainsi, les neurones de l'aire septale vont, par un mécanisme d'enroulement, se projeter au niveau de l'hippocampe, de la même manière que les neurones de l'aire entorhinale. L'hippocampe est un très gros noyau situé dans le lobe temporal et dont la voie effectrice, par le biais du fornix, va se faire au niveau du corps mammillaire, puis se projeter au niveau d'un gros noyau qui se situe au centre du cerveau et qui est le thalamus, et en particulier se projeter sur la partie antérieure, le noyau antérieur du thalamus, qui lui-même va avoir des projections essentiellement sur le lobe frontal et sur le lobe pariétal. Alors, c'est un circuit qui est important car cette intégration des voies de l'olfaction met en jeu le circuit des émotions et le circuit de la mémoire. D'une manière d'ailleurs, selon des modalités précises qui sont encore assez mal connues. Alors là, il y a une illustration très célèbre par rapport à ça. Si vous avez lu un petit peu Proust, vous connaissez, je pense, une grande partie d'entre vous, la Madeleine de Proust.
Vous savez, ces souvenirs d'enfance qui sont évoqués par une information olfactive et gustative, celui de manger une madeleine. Et effectivement, les voies de l'olfaction sont par l'intermédiaire de ce circuit qui connecte le rhinencéphale et le lobe temporal, le lobe de la mémoire, connectés à ces informations. Et vous avez également l'hippocampe en particulier, dans le lobe temporal, étant un noyau important dans, s'il vous plaît, une toute petite minute encore d'attention, l'hippocampe dans le lobe temporal est le noyau du cerveau des émotions. On sait par exemple que les gens très émotifs, ça des expériences d'IRM fonctionnelles l'ont montré, les gens très émotifs ont des hippocampes qui déchargent et qui ont une grande activité métabolique. Les psychopathes, au contraire, n'ont quasiment pas d'hippocampe. Bon. Et donc ceci explique également le caractère émotionnel, le ressenti émotionnel et les éléments qui sont réactivés par le biais des informations de l'olfaction. Alors quelques pathologies, juste pour le dire. Il existe une maladie qui est très fréquente, qui est une maladie neurodégénérative, qui est la maladie d'Alzheimer. Maladie d'Alzheimer qui est traduite par essentiellement des troubles de la mémoire à court terme au départ, puis troubles de la mémoire à long terme. Et une des premières lésions organiques observées dans la maladie d'Alzheimer, c'est une dégénérescence de l'hippocampe. Une autre application clinique, c'est chez les alcooliques chroniques, le syndrome de Korsakoff, qui est une complication de l'alcoolisme avec des troubles de la mémoire antérograde, c'est-à-dire des troubles de la fixation de nouveaux éléments mnésiques, et chez lesquels on observe des nécroses, souvent d'ailleurs bilatérales, du corps mammillaire.